Ma femme a dit, je ne te vois plus que comme un ami maintenant. Le jour de notre anniversaire, elle a demandé, pourquoi es-tu en retard? J'ai répondu, je ne serai pas là. Je fête mon célibat. Il était un peu plus de 18 heures, et les lumières de la cuisine jetaient une douce teinte dorée sur les comptoirs en marbre. J'étais appuyé contre l'évier, une tasse à la main, respirant l'arôme riche d'un grand cru d'arabica que je garde toujours pour des soirées comme celle-ci. Calme, simple, sans histoire. Du moins, c'est ainsi que cela aurait dû être. Élise est entrée en fredonnant une mélodie pop des années 90, rejetant ses cheveux en arrière comme si elle avait encore 20 ans. Ses lèvres étaient déjà retroussées en un sourire avant même qu'elle n'atteigne l'îlot de cuisine. Cela aurait dû être mon premier indice. Salut, lança-t-elle d'un ton enjoué, attrapant son manteau sur le dossier de la chaise. Je sors dîner. Ce soir, c'est juste Chloé et moi, d'accord? J'ai cligné lentement des yeux. Ma femme depuis 12 ans, Élise, avait une façon de laisser tomber les choses comme si elle jetait des pièces dans une fontaine. Négligemment, de petites choses, mais ses yeux ne correspondaient jamais tout à fait à son ton. Pas ce soir, Chloé. J'ai siroté mon café et l'ai observé par-dessus le bord de ma tasse. Ouais, dit-elle, légère comme une brise de printemps. Elle a eu une semaine difficile. Juste besoin d'un moment entre sœurs. Ne le prends pas mal, chérie. Soirée entre filles. Je ne le prends pas mal, ai-je répondu calmement, bien que mon estomac se soit noué. Elle a continué à parler, remplissant l'espace de banalité quelque chose à propos de cuisine thaïlandaise et d'un nouvel endroit près de la rue Sainte-Claire. Mais je n'écoutais plus. J'observais son langage corporel, la façon dont ses doigts jouaient avec les boutons de son manteau, comment elle n'a pas croisé mon regard quand elle a prononcé le nom de Chloé. Sa voix était un peu trop optimiste. Le sourire une touche trop large. Une performance, pas une conversation. Tu veux que je te raccompagne à la porte, ai-je offert, juste pour voir sa réaction. Oh, pas la peine, dit-elle rapidement. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas, d'accord? C'était le deuxième indice. Élise ne disait jamais, ne m'attends pas. Sauf si elle le voulait. Sauf si elle avait besoin de cet alibi. Je lui ai fait un petit signe de tête. D'accord, amuse-toi bien. Elle s'est penchée, m'a embrassé légèrement sur la joue comme si j'étais son cousin lors d'une réunion de famille. Puis elle a attrapé son sac à main, ses talons claquant dans le couloir comme de petites déclarations, et elle est sortie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis resté là un long moment, à fixer la porte. Je ne l'ai pas poursuivi, n'ai pas appelé Chloé, n'ai même pas fini mon café. J'ai simplement écouté le silence, le vide qui a suivi son départ comme la fumée après le feu. 1 minute a passé, puis 2. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les feux arrière de son VUS disparaître au bout de la rue. Cette sensation familière de malaise s'est tordue dans mes entrailles. Pas de la rage, pas un chagrin d'amour, juste quelque chose qui changeait, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Mais je savais qu'il ne fallait pas l'ignorer. Parce qu'Élise ne mentait pas bruyamment. Elle mentait à voix basse, sur des tons joyeux, avec une aisance bien rodée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je ne regardais pas un mariage fatigué. Je regardais une performance pour laquelle je n'avais pas accepté de jouer. Et le pire? Elle ne jouait même plus pour moi. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai traversé la maison, ma tasse vide à la main, me déplaçant dans le foyer que nous avions construit ensemble. 2 étages, des murs beiges, un piano dont personne ne jouait plus, des photos encadrées souriant d'années qui semblaient être des vies antérieures. C'était confortable, classe moyenne, calme. Trop calme maintenant. Élise pensait m'avoir dupé. Mais quelque chose me disait que ce n'était que le début. C'était samedi soir, et le centre-ville était paré de guirlandes lumineuses scintillantes enroulées autour des poteaux comme des sucres d'orge. La dégustation de vin était devenue une sorte de tradition ici à Annecy, une excuse pour la communauté pour bien s'habiller, boire des crus locaux et rire plus fort qu'ils ne le feraient normalement n'importe quel autre week-end. Élise et moi sommes arrivés séparément. Elle a prétendu qu'elle devait aider à l'installation avec Chloé. C'était bien. Je n'étais de toute façon pas d'humeur à coordonner nos entrées. Quand je suis entré, l'odeur de pinot noir et de parfum avait déjà saturé l'air.
Des visages familiers se sont tournés pour me saluer, des voisins, des collègues, même notre dentiste dont le nœud papillon était de travers après quelques verres de trop. J'ai serré des mains, souri et maintenu un rythme régulier vers le fond où se tenait Élise, tenant salon comme elle le faisait toujours, un verre de vin à la main, riant un peu trop fort à quelque chose que quelqu'un avait dit. Julien, m'a-t-elle fait signe de la rejoindre d'un geste du poignet comme si elle appelait un serveur. J'ai rejoint le cercle, hochant poliment la tête au couple autour d'elle. C'étaient nos gens, invités à des dîners, hôtes de clubs de lecture, membres du bureau de l'APE, tous faisant partie de la façade polie de la convivialité de banlieue. Contente que tu aies pu venir, dit-elle, touchant légèrement mon bras comme si de rien n'était entre nous. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit avec un doux sourire, restant neutre. Quelqu'un m'a versé un verre de rouge. L'hôte, Thomas, a porté un bref toast aux bons raisins et aux excellents voisins. Nous avons trinqué. Des rires légers ont parcouru le groupe. Puis Élise a penché la tête et a souri d'un air suffisant. Eh bien, dit-elle, levant son verre comme si elle s'apprêtait à donner une conférence. Si le vin se bonifie avec l'âge, peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour notre mariage. Quelques personnes ont ri maladroitement. J'ai ri légèrement, plus par réflexe que par amusement. Puis elle a ajouté, quoique, honnêtement, nous avons probablement dépassé le stade de la fermentation maintenant. Celle-là m'a fait mal. J'ai jeté un coup d'œil vers elle, attrapant l'éclat dans ses yeux, le genre de regard que quelqu'un arbore quand il pense être malin. Elle a appuyé sa blague. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je me suis éclairci la gorge et j'ai offert un petit sourire. Élise est d'humeur à plaisanter ce soir. Je ne fais que dire la vérité, lança-t-elle d'un ton enjoué, faisant tourner son verre. Je veux dire, nous sommes pratiquement des colocataires à ce stade, n'est-ce pas? Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché vaguement la tête et regardé autour du cercle. Les rires, cette fois, étaient plus discrets. Élise a continué. J'ai dit à Chloé l'autre jour, je ne vois plus Julien que comme un ami maintenant. Elle a porté son verre à ses lèvres, puis s'est arrêtée et a regardé autour d'elle. Oh, allez. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était un crime. Beaucoup de couples évoluent. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Toutes les conversations à portée de voix se sont tues. Quelques regards se sont baissés. Quelqu'un a toussé. Le violoniste sur la petite estrade près du bar a raté une note. Je l'ai regardé, et je veux dire, je l'ai vraiment regardé. Pas la femme que j'ai épousée. Pas la femme qui dansait autrefois pieds nus avec moi dans la cuisine. Juste une étrangère debout devant des gens que nous connaissions tous les deux, lançant des grenades qu'elle prenait pour des confettis. Aucune colère n'est montée en moi. Aucun désir de discuter ou d'expliquer. J'ai posé délicatement mon verre sur la table de cocktail à côté de nous. Excusez-moi, ai-je dit simplement, et je suis sorti. Pas vite, pas de façon dramatique, juste sorti. Passant devant les regards nerveux, les lèvres entr'ouvertes qui ne savaient que dire. À travers l'air chaud teinté de rire qui sonnait maintenant forcé. Je suis sorti dans la nuit fraîche d'Annecy, j'ai boutonné ma veste et j'ai expiré. Le froid me mordait les joues, et le ciel au-dessus était parsemé d'étoiles. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Laissez-les chuchoter. Laissez-la rire. Je savais ce que je ressentais en quittant cette pièce. La paix. Le temps que j'arrive chez Marc, la route avait depuis longtemps renoncé à être goudronnée. Le chalet se trouvait à environ 20 minutes de la ville, niché dans les bois comme s'il était là avant même que la Savoie ne soit française. De la fumée s'échappait de la cheminée, s'enroulant dans l'air nocturne comme un doux accueil. Il a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Tu en as mis du temps, dit-il en s'écartant avec un sourire. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis juste entré, j'ai posé mon sac de voyage près du porte-manteau et j'ai laissé le poids dans ma poitrine se fondre dans l'odeur chaude du cèdre et des vieux livres. Marc était mon ami le plus proche depuis l'université, un ancien secouriste avec un sens de l'humour aiguisé et une capacité étonnante à lire les gens comme des cartes météorologiques. Il avait construit cet endroit lui-même après avoir quitté la ville. Il disait que c'était le premier espace qui lui avait semblé assez calme pour penser. Il m'a tendu une bière, puis a fait un signe de tête vers la cheminée. Tu veux en parler? J'ai expiré lentement et je me suis enfoncé dans le canapé en cuir usé près de l'âtre. Pas vraiment, ai-je murmuré.
Mais je devrais probablement. Il n'a pas insisté, a juste pris sa propre boisson et s'est installé dans le fauteuil en face de moi. Nous sommes restés assis comme ça un moment, sans rien dire. Le feu crépitait, et le seul autre son était le doux murmure du vent qui frôlait les fenêtres à l'extérieur. Finalement, j'ai rompu le silence. Elle a dit, lors d'un événement public, rien de moins, qu'elle ne me voyait plus que comme un ami maintenant. Marc a sifflé doucement entre ses dents. Ouf. Juste devant tout le monde, en trinquant comme si elle portait un toast. Il a secoué la tête. C'est brutal. Je me suis frotté la mâchoire, sentant encore l'écho de ce moment comme une ecchymose. J'ai essayé, Marc. 2 fois ce dernier mois, je l'ai fait asseoir. Une fois après cette dispute sur les paiements de l'hypothèque, une fois la semaine après l'anniversaire qu'elle a oublié. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas, si nous avions besoin d'aide de thérapie, espace, quelque chose. Il m'a regardé attentivement. Et elle m'a regardé comme si j'étais un professeur de collège qui lui donnait une retenue. Elle a levé les yeux au ciel, a dit que j'étais trop sensible. Marc n'a pas ri. Il n'a pas essayé de prendre les choses à la légère. Au lieu de cela, il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, la voix basse. Tu sais ce que c'est, mon vieux? Quoi? Le mépris. J'ai hoché lentement la tête. Je l'avais senti. Je ne voulais juste pas y croire. Il a pris une gorgée de sa bière, les yeux toujours fixés sur le feu. Tu sais ce que le mépris fait à une relation? Il la tue en silence. Tu ne remarques même pas le dernier souffle jusqu'à ce que la pièce devienne silencieuse. Cette phrase est restée en moi comme une vérité que je connaissais déjà mais que je n'avais pas eu le courage de dire à voix haute. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il a tourné la tête, m'a lancé un regard à la fois gentil et ferme. Tu ne supplies pas. Tu ne cours pas après. Tu tiens à ta dignité comme à ta colonne vertébrale. Parce que si tu la laisses continuer à te traiter comme ça, il n'a pas eu besoin de finir. J'ai hoché la tête. Je crois que j'en ai fini d'essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui n'arrête pas de la dénigrer. Marc a souri faiblement. Là, tu parles. Je me suis adossé au canapé, laissant la chaleur du feu s'installer dans ma poitrine. Le silence entre nous semblait différent cette fois confortable, comme être à côté de quelqu'un qui n'a pas besoin de te résoudre pour s'asseoir avec toi. Marc a jeté une autre bûche dans le feu. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il dit. J'ai regardé autour de moi le modeste chalet, les coussins à carreaux, la guitare appuyée contre le mur, et la photo du chien de Marc décédé l'hiver dernier, toujours posée près de la fenêtre. Merci, ai-je dit doucement. Dehors, les bois étaient d'un noir d'encre, mais pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas perdu en eux. Juste en repos. Le soleil n'était même pas complètement levé lorsque ma voiture s'est garée dans l'allée. Une pâle lumière dorée commençait à peine à percer les bords du ciel, projetant de longues ombres bleues sur la pelouse. Je suis resté assis là un moment, la main posée sur le levier de vitesse, les yeux fixés sur la maison que nous avions autrefois remplie de chaleur. Des rires dans la cuisine, des soirées cinéma sur ce vieux canapé qui craque, des dîners de fête avec des serviettes dépareillées et des petits pains brûlés. Maintenant, cela ressemblait juste à un bâtiment. La voiture d'Élise était dans l'allée. Elle était à la maison. Bien. Je ne voulais pas m'éclipser comme un voleur. Je voulais qu'elle voie ça, qu'elle l'entende. Je suis entré doucement. L'odeur m'a frappé en premier. Des crêpes, de la cannelle, du sirop d'érable, et autre chose à un fredonnement. Pas un air que je reconnaissais, juste un son doux et sans parole venant de la cuisine. J'ai tourné le coin, et elle était là, les cheveux attachés lâchement, toujours en pyjama, retournant des crêpes sur la plaque chauffante comme si c'était un matin comme les autres. Elle fredonnait joyeusement, comme si rien ne s'était passé. Comme si elle ne m'avait pas anéanti devant nos amis. Comme si je n'étais pas parti sans un mot. Regardez qui a décidé de rentrer à la maison, dit-elle sans se retourner. Sa voix était désinvolte, légère. Trop légère. Je suis juste là pour faire mes valises, ai-je répondu. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, la spatule toujours à la main. Faire tes valises? Où vas-tu, Julien? En exil?
J'ai esquissé un petit sourire en posant mes clés sur la table. Chez Marc pour l'instant. Ses yeux ont vacillé une seconde à peine, mais je l'ai vu. Le bref bégaiement dans son aisance. Elle s'est retournée vers la cuisinière, cachant son visage. Eh bien, c'est dramatique, a-t-elle marmonné. Tu aurais pu simplement dire que tu avais besoin d'espace. Tu n'avais pas à en faire tout un spectacle. C'est toi qui as fait le spectacle, ai-je dit doucement. J'ai juste choisi d'arrêter de jouer la comédie. Elle a laissé échapper un souffle court, essayant de le faire passer pour un rire. Allons, Julien. Tu ne peux pas être sérieusement offensé par quelques blagues. Tout le monde taquine son conjoint. C'est comme ça qu'on garde les choses légères. Appeler notre mariage mort devant la moitié du quartier, c'est ton idée de la légèreté? Elle s'est alors retournée, la spatule toujours à la main, un sourcil levé. Alors, c'est ça, hein? L'homme en fuite. Tu vas te laisser pousser la barbe et vivre dans les bois avec Marc maintenant? Je me suis approché des escaliers, ma voix calme, posée. Je ne fuis rien, Élise. Je m'en vais. Il y a une différence. Elle a ricané. Tu as toujours été doué pour disparaître quand les choses devenaient difficiles. J'ai fait une pause, étudiant son visage. Cette acuité familière dans son ton, les petites piques qu'elle utilisait pour se sentir maligne. Mais cette fois, elle semblait fatiguée. Désespérée. J'ai pris une inspiration, hoché la tête une fois, puis j'ai dit doucement, je te souhaite d'être heureuse, Élise. Cela l'a arrêtée. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle voulait dire quelque chose. Une réplique intelligente. Peut-être une pique. Mais rien n'est sorti. Juste le silence. Je suis passé devant elle, j'ai monté les escaliers et j'ai commencé à faire mes valises. Ça n'a pas pris longtemps. Juste quelques sacs de sport, l'essentiel. Je ne fuyais pas. Je ne dépouillais pas la maison. Je me retirais simplement de la scène. Quand je suis redescendu, elle était assise à table, fixant ses crêpes. Ne mangeant pas, ne fredonnant pas, juste assise. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai pris mes clés, puis je me suis tourné vers elle une dernière fois. Prends soin de toi. Elle a levé les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, son expression n'était pas suffisante. Elle était incertaine. Ses yeux brillaient. Ses lèvres se sont entr'ouvertes juste assez pour suggérer qu'elle pourrait parler, mais aucun son n'est sorti. Et puis je suis sorti. Les roulettes de la valise claquaient doucement sur le porche. La porte s'est refermée derrière moi avec une douce finalité. Pas un claquement, pas un cri, juste la fin. Dehors, la lumière du matin était pleinement arrivée. L'air était vif et frais, pur. Je me suis glissé sur le siège du conducteur et je ne me suis pas retourné. À l'intérieur de cette maison, j'imagine que quelque chose a finalement changé. Peut-être pas visiblement. Peut-être pas d'un seul coup, mais quelque chose était différent maintenant. Parce que quand quelqu'un s'en va avec la paix au lieu de la colère, cela signifie qu'il est vraiment parti. Et ça, je pense, l'effrayait plus que tout. Une semaine plus tard, j'étais debout sur un sentier de crête dans le parc national de la Vanoise, les mains sur les hanches, les poumons remplis d'air parfumé au pin, la sueur séchant sur mon cou. Le ciel s'étendait à l'infini au-dessus de nous. Clair et honnête. Pas de jugement. Pas de jeu. Juste de l'espace. De l'espace pour respirer. De l'espace pour être. Allez, photo de groupe, a crié quelqu'un derrière moi. Nous venions de terminer une randonnée de 12 km, et le groupe, principalement des aventuriers du week-end comme moi, s'était rassemblé près d'un affleurement rocheux avec une vue parfaite sur la vallée. J'ai tendu mon téléphone à un gars nommé Richard, un professeur de mathématiques à la retraite qui faisait du bénévolat pour l'entretien des sentiers. Dites fatigué, a plaisanté quelqu'un. Nous avons ri, et l'obturateur a cliqué. Sophie se tenait à côté de moi. Sophie du groupe de randonnée. Queue de cheval brune, esprit vif, un rire qui venait du ventre. Elle n'était pas une inconnue, mais elle n'était pas non plus exactement une amie. Pas encore. Juste quelqu'un qui posait de bonnes questions et écoutait vraiment les réponses. Quelqu'un qui ne me regardait jamais comme si je lui devais quelque chose. Sur la photo, je ne l'avais pas remarqué, elle s'était penchée.
Sa main reposait sur mon épaule, et nous étions tous les deux en plein rire. Ce n'était pas aguicheur. Ce n'était pas prévu. C'était juste comme ça. Ce soir-là, de retour au refuge, j'ai téléchargé la photo sur les réseaux sociaux. J'ai légendé simplement « Montéo ». Senti libre. Reconnaissant pour le sentier et la compagnie. En 10 minutes, les mentions « j'aime » ont afflué. D'anciens collègues, la famille, même Chloé a commenté avec un emoji cœur. Puis est venue Élise, « Waouh, tu as l'air si heureux. » Visage souriant avec hurieur angélique clin d'œil visage à l'envers j'ai fixé l'écran un moment. Son ton transperçait le verre comme un vieux réflexe doux mais piquant, dissimulé sous des émojis et des sourires, mais trempé dans le vinaigre. Je l'imaginais assise dans notre cuisine, faisant défiler ma page, plissant les yeux sur le visage de Sophie comme s'il lui devait des excuses. J'aurais pu répondre, j'aurais pu dire quelque chose d'intelligent, de cinglant ou de froid, quelque chose qui la remettrait à sa place mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre table sur la table de chevet. Sophie a frappé à la porte quelques minutes plus tard, tenant 2 tasses de tisane. Ils avaient de la menthe poivrée dans le hall, a-t-elle dit en m'en tendant une. J'ai pensé que ça ferait du bien après tous ces lacets. J'ai souri et pris la tasse. Ça va, a-t-elle demandé. Tu es devenu un peu silencieux. J'ai fait une pause, puis j'ai hoché la tête. Ouais. Je me souviens juste de qui j'étais avant. Elle n'a pas posé plus de questions. Elle a juste siroté sa tisane à côté de moi sur le balcon, tous deux regardant le clair de lune draper les arbres d'argent. Plus tard dans la nuit, Richard a porté un petit toast avant le dîner dans la salle à manger du refuge. À Julien, a-t-il dit en levant son verre. Le gars qui est arrivé silencieux, qui marchait comme s'il portait quelque chose de lourd, et qui rit maintenant comme s'il l'avait laissé quelque part sur le sentier. Tout le monde a ri et trinqué. J'ai souri, non par fierté, mais par reconnaissance. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne portais pas son silence. Je tenais ma propre paix. Le bal d'hiver était l'un de ces événements qui poussaient les gens à dépoussiérer des parties d'eux-mêmes qu'ils gardaient habituellement au placard, robes de velours, boutons de manchette rigides, conversations de salon répétées devant le miroir. C'était le genre de nuit qui portait juste assez de vieille magie pour convaincre même les couples les plus détachés de répéter leur sourire. Cette année, l'invitation est arrivée dans une enveloppe élégante, bordée d'argent comme toujours. Tenue de soirée. Amener un invité. Les personnes seules ne sont pas admises. Je n'y ai pas beaucoup pensé quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres au refuge, mais j'ai pensé à ce que cela signifiait pour Élise. Elle vivait pour cette nuit-là. Elle planifiait sa robe comme si c'était le festival de Cannes, coordonnait les cartons de table, était obsédée par les couleurs des centres de table, et s'assurait toujours que nous soyons photographiés naturellement, par quiconque prenait des photos. Le bal d'hiver était, dans son esprit, là où les réputations chuchotaient plus fort que la vérité. Alors, quand mon téléphone a vibré la veille de la date limite de réponse et que son nom est apparu sur l'écran, je savais déjà. « Salut », ai-je répondu, la voix calme. « Salut », a-t-elle dit, trop rapidement. Alors, question bizarre. J'ai laissé le silence s'installer un instant. D'accord. Elle a ri nerveusement. Tu as reçu ton invitation pour le bal d'hiver, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, s'est-elle éclairci la gorge, je me disais ne panique pas que ce serait peut-être moins bizarre si nous y allions ensemble. Tu sais, pour les apparences. En ami. Son ton avait cette gaieté étudiée que je connaissais trop bien, mais en dessous, j'ai entendu quelque chose de plus calme, de mal à l'aise, comme quelqu'un qui cherche une poignée de porte dans le noir. Je me suis assis sur le bord du lit. Élise, j'ai déjà une cavalière. Il y a eu une pause, une longue. Oh, a-t-elle dit, sa voix plus légère qu'elle ne le voulait. C'est super. Je veux dire, génial. Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. Je ne vois personne, ai-je répondu doucement. Mais je n'y vais pas seul. Une autre pause. Elle a réessayé. C'est quelqu'un que je connais? J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. Tu verras. Le silence qui a suivi n'était pas le même que ceux que nous partagions dans notre ancienne maison. Cela était rempli de distance. Celui-ci était plein de tension, de regrets, peut-être même d'une lueur de prise de conscience.
D'accord, a-t-elle dit doucement. Eh bien, je suppose que je te verrai là-bas. Prends soin de toi, Élise. Ouais, toi aussi. Clic. Je suis resté assis là un moment, laissant le calme s'installer. Pas d'adrénaline, pas de regret, juste le genre de paix qui vient quand on est enfin de l'autre côté de quelque chose. Pendant ce temps, dans cette chambre beige où nous avions autrefois peint les murs ensemble et nous étions disputés pour des abat-jours, Élise était assise sur le bord du lit, son téléphone toujours à la main. L'appel était terminé, mais ses pensées ne l'étaient pas. Elle fixait l'invitation sur sa table de chevet. Ses doigts en effleuraient le bord comme si le toucher pouvait annuler ce qu'elle venait d'entendre. Elle m'imaginait dans ce costume bleu marine que je n'avais pas porté depuis des années, entrant dans cette salle de bal avec quelqu'un n'importe qui à mon bras. Et pas parce que j'essayais de la rendre jalouse. Pas parce que je jouais son jeu. Mais parce que je n'avais plus besoin de lui demander la permission d'être heureux. Et ça, c'était la partie qui faisait mal. La salle de bal brillait d'or et de cristal. Des lustres scintillaient comme du givre au-dessus de nos têtes, et les parquets polis miroitaient sous le doublissement des chaussures de soirée et des rires. C'était le genre de scène qui aurait pu passer pour un rêve si vous n'y étiez pas seul. Élise l'était. Elle se tenait près du bord de la pièce dans une robe rouge saisissante qui épousait sa silhouette juste assez pour rappeler aux gens qui elle était autrefois, confiante, admirée, le genre de femme qui savait faire une entrée. Mais maintenant, on ne la regardait plus de la même manière. Les gens lui souriaient poliment, puis détournaient le regard. Toutes les autres femmes présentes avaient un bras auquel se tenir. Elle, non. Sa pochette tremblait légèrement dans ses doigts, bien qu'elle jurât que c'était juste l'air froid. Puis les portes se sont ouvertes. Il y a eu une agitation près de l'entrée subtile mais indéniable. Quelques têtes se sont tournées, et j'étais là. Je suis entré dans la pièce vêtu d'un costume bleu marine sur mesure que je n'avais pas porté depuis des années, celui qui, selon Élise, me donnait l'air de la version de Julien des couvertures de magazines qu'elle avait en tête. Sauf que maintenant, je n'étais pas à côté d'elle. Sophie était à mon bras. Elle portait une robe bleue ardoise qui captait la lumière comme une eau calme. Simple et élégante. Son sourire était facile, naturel. Elle s'est légèrement penchée vers moi en marchant, riant de quelque chose que je venais de murmurer, et j'ai ri aussi ouvertement. Pas par performance, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne faisais pas semblant. Élise nous a vus. Bien sûr qu'elle nous a vus. Ses lèvres se sont à peine resserrées. Sa mâchoire s'est crispée comme si elle réprimait le besoin de réagir. Ses yeux m'ont suivi à travers la pièce alors que je saluais de vieux amis avec des poignées de main, des étreintes chaleureuses, une confiance tranquille. Pas une performance, juste une présence. Et pas une seule fois, pas même une seule fois, je n'ai jeté un regard dans sa direction. Quand la musique est passée à une douce valse jazz, j'ai pris Sophie par la main et l'ai conduite sur la piste de danse. Nous bougions en rythme, sans hâte, sans être dérangés. Elle était légère sur ses pieds, et je n'avais pas dansé comme ça depuis des années, sans compter les 4 balancements lors des dîners avec Élise, où ses yeux étaient plus concentrés sur qui pourrait nous regarder que sur moi. Avec Sophie, il n'y avait pas de calcul, juste des pas et des sourires partagés. Près du bord de la piste de danse, Élise se tenait figée au centre d'un trio de connaissances, des gens dont elle commandait autrefois l'attention. Leur conversation se poursuivait sans elle. Elle n'en faisait plus partie. Elle nous a regardés tournoyer. A regardé ma main se poser au creux du dos de Sophie. M'a regardé rejeter la tête en arrière et rire quand Sophie m'a taquiné pour avoir légèrement dévié du rythme. Les doigts d'Élise se sont crispés plus fort sur sa pochette. Sa boisson était intacte. Son sourire avait disparu. De temps en temps, quelqu'un passait près d'elle et lui offrait un sourire rempli de sympathie. Elle détestait ça. Détestait le sentiment d'être prise en pitié plus qu'elle ne détestait être seule. La musique s'est accélérée. D'autres couples ont rempli la piste. Élise est restée où elle était, toujours intacte, comme une invitée à ses propres funérailles. J'ai dansé une autre chanson avec Sophie, puis je me suis écarté pour nous chercher de l'eau au bar. Nous rions tous les deux de la façon dont j'avais failli lui marcher sur le pied lors d'une pirouette quand Sophie a levé la main, a repoussé une mèche de cheveux derrière mon oreille et a dit « Tu as l'air vivant ce soir ». Et c'était le cas. Parce que je l'étais. De l'autre côté de la pièce, Élise s'est finalement assise, les jambes croisées, le dos trop droit,
un verre de vin intact à la main. Mais ses yeux sont restés sur moi. Elle a regardé alors que je me penchais pour écouter Sophie parler. Elle a regardé alors que je souriais pas poliment, pas de manière distante, mais avec quelque chose de réel derrière. Et alors que l'orchestre entamait une autre mélodie chaude et dorée, j'ai repris la main de Sophie et je suis retourné sur la piste. Pas une seule fois je n'ai regardé dans la direction d'Élise, mais je la sentais me regarder, comme quelqu'un qui réalise trop tard que l'homme qu'elle avait autrefois n'a pas disparu. Il avait simplement cessé, enfin, d'attendre qu'on le voie. Pour connaître la suite, restez avec nous et abonnez-vous. Les applaudissements après la troisième chanson étaient légers, élégants, le genre d'applaudissements destiné à être entendu, pas ressenti. Je ramenais Sophie à notre table, ses mains encore chaudes dans les miennes, quand j'ai remarqué Élise se levant lentement de son siège de l'autre côté de la pièce. Elle a lissé le devant de sa robe, puis a jeté un coup d'œil autour d'elle comme pour trouver une meilleure excuse pour se lever, mais il n'y en avait pas. Elle s'est dirigée vers moi, ses talons claquant doucement contre le marbre, les épaules droites, mais les yeux incertains. « Salut », a-t-elle dit, sa voix juste au-dessus de la musique. « Puis-je ? Pourrais-je te voler une danse ?» J'ai hésité, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je voulais savoir si elle était sincère. Sophie a touché doucement mon bras. « C'est bon », a-t-elle murmuré. « Vas-y. » J'ai hoché la tête une fois et je me suis tourné vers Élise. « Bien sûr », ai-je dit calmement. Nous avons marché en silence jusqu'au bord de la piste de danse. Elle n'a pas pris ma main avant que la musique ne reprenne, un morceau plus lent cette fois. Un saxophone grave et mélancolique fredonnait dans l'air comme une conversation que personne ne voulait commencer. J'ai posé une main doucement sur sa taille. Elle a posé la sienne sur mon épaule. Nous avons commencé à bouger. Ce n'était pas gênant, mais ce n'était pas facile non plus. La posture d'Élise était droite, mais je sentais une tension dans ses bras. Sa tête s'est d'abord légèrement détournée, puis vers moi, puis s'est à nouveau détournée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait parler à 2 reprises, mais les 2 fois, les mots se sont dissous avant de pouvoir sortir. J'ai finalement dit quelque chose. « Tu es belle. » Elle a hoché la tête. « Merci. » Une autre pause. « Tu as toujours aimé cette robe rouge ?» a-t-elle dit, plus doucement maintenant. « C'est vrai », ai-je dit honnêtement. C'était toujours plus à propos de la façon dont tu la portais. Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Il y avait quelque chose de fragile là, d'instable. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes avec quelqu'un. Je ne m'attendais pas à ce que ça t'importe. Cela l'a arrêté. Elle a cligné des yeux et a baissé le regard, puis s'est rapprochée. Pas de manière romantique, plutôt comme quelqu'un qui essaie de lire les battements de votre cœur à travers votre poitrine. « Julien », a-t-elle commencé. J'ai attendu, mais rien n'a suivi. Juste mon nom flottant entre nous. Les lustres au-dessus nous baignaient d'une douce lumière dorée. Autour de nous, d'autres couples se déplaçaient dans un rythme amoureux et étudié. Mais Élise et moi, nous tournions l'un autour de l'autre comme les fantômes de quelque chose à moitié oublié. Je ne pensais pas que ça me frapperait comme ça, a-t-elle dit finalement. Quoi? Le fait que tu ailles bien. Je lui ai adressé un faible sourire. Je n'allais pas bien pendant longtemps. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a essayé de le cacher en ajustant sa prise. Mais tu n'as rien dit, a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus des cordes en fond sonore. Tu es juste parti. J'ai demandé, ai-je dit doucement. Tu as haussé les épaules. Nous avons dansé une minute entière de plus sans un mot. 2 personnes autrefois liées par des vœux et maintenant seulement par la musique, orbitant autour de quelque chose de trop grand pour les mots. Un chagrin trop poli pour éclater en public. Puis la musique a commencé à s'estomper. La dernière note a persisté comme un souffle retenu trop longtemps. Nous nous sommes reculés. Élise a de nouveau ouvert la bouche, mais rien n'est sorti, et j'ai simplement hoché la tête, puis je me suis retourné et je suis retourné vers Sophie, où les rires attendaient. Le soleil du matin frappait la vitre de ma fenêtre du refuge juste comme il fallait, aveuglant, presque, mais je n'ai pas tiré le rideau. Je voulais que la journée soit grande ouverte, honnête, sans ombre où se cacher. C'était notre anniversaire. Il y a 17 ans jour pour jour, je me tenais devant Élise avec une boutonnière épinglée à un smoking que je ne pouvais pas me permettre, le cœur battant derrière des vœux auxquels je croyais de tout mon être.
Cette version de moi, il n'en avait aucune idée. À 9h02, je composais le numéro que Marc m'avait donné. Cabinet d'avocats Dubois et Martin. CLN. Bonjour, ai-je dit. J'ai besoin de parler à quelqu'un pour entamer une procédure de divorce. C'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre, monsieur? Pour moi. Il n'y avait aucun tremblement dans ma voix, juste de la décision. En moins d'une heure, j'étais en communication avec un avocat nommé Maître Thomas Colbert qui parlait en phrases calmes et claires de partage des biens et de consentement mutuel. C'est votre anniversaire aujourd'hui, a-t-il demandé nonchalamment en confirmant quelques dates. C'est exact. Il y a eu un temps de silence. Eh bien, je suppose que c'est un bon jour pour arrêter de faire semblant. Ce soir-là, Marc et quelques vieux amis de la ville avaient rassemblé une table dans une bonne brasserie avec un éclairage tamisé, des banquettes en cuir et de l'armagnac plus vieux que certains serveurs. À Julien, Marc a levé son verre. Un homme qui n'est pas seulement parti, mais qui a marché la tête plus haute. Des rires ont parcouru la table alors que je levais mon propre verre. Au célibat, ai-je dit avec un sourire. Au fait de se souvenir de qui on est avant que quelqu'un ne vous convainque de vous en excuser. Les verres ont trinqué. La musique a enflé. Une entrecôte a atterri devant moi comme un joyau de la couronne. Et puis mon téléphone s'est allumé sur la table. Élise appelle. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis 3. J'ai finalement répondu, m'essuyant la main sur la serviette. Allô. Sa voix était prudente. Où es-tu? Au dîner. Tu as oublié. J'ai bu une gorgée d'eau. Non, je n'ai pas oublié. Elle est restée silencieuse. J'ai fait une réservation à l'auberge du lac. Notre table habituelle. J'ai attendu. Je ne viendrai pas, Élise. Une autre pause. S'il te plaît, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Viens juste 5 minutes. Je ne demande pas de tout réparer. Viens juste. Quelque chose dans sa voix n'était plus tranchant. C'était doux, fragile, familier d'une manière qui faisait un peu mal. J'ai regardé les gars qui étaient plongés jusqu'au coude dans les rires et les côtes de bœuf. Je reviens, ai-je marmonné. Marc a juste hoché la tête. Vas-y. Je me suis garé sur le parking à côté de l'auberge du lac. Et bien sûr, elle était là, seule à la table du fond, 2 verres de vin vides, des bougies vacillant entre eux. Élise s'est levée quand elle m'a vu. Je ne te retiendrai pas longtemps, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je voulais juste. Je voulais que tu aies ça. Elle m'a tendu un grand livre relié en cuir, fait à la main, avec un ruban de lin noué sur le bord. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, des photos, des notes, des talons de billets, des reçus de dîner griffonnés de notre premier voyage en voiture. Une note autocollante que j'avais autrefois collée sur le miroir de la salle de bain après qu'elle ait eu sa promotion, tu brilles même quand tu ne le sens pas. Elle l'avait gardée. J'ai continué à tourner les pages, plus lentement maintenant. Il y avait une photo de nous en pyjama assortis pendant cette terrible tempête de neige. Une photo d'un voyage de camping où elle avait failli faire tomber notre tente dans la rivière. Une petite carte dessinée à la main de notre premier appartement, avec un cœur au-dessus de la salle de bain parce que nous nous y brossions toujours les dents ensemble. Elle a parlé doucement. J'ai été en colère, négligente et effrayée. Je pensais que peut-être si j'agissais comme si je m'en fichais, je ne me sentirais pas si stupide de trop m'en soucier. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle me regardait. Mais c'est le cas. Je m'en soucie. Je m'en suis toujours soucié. J'ai juste arrêté de le montrer. Le bruit du restaurant s'est estompé en arrière-plan. Tout ce que j'entendais, c'était le son de sa voix qui se brisait. Et ce livre, cette capsule temporelle de la vie que nous avions construite belle, brisée, encore chaude dans ses pages. Je veux une autre chance, a-t-elle murmuré. J'ai fermé le livre lentement. Mon cœur avait l'impression de tourner sur lui-même. Doucement, sans douleur. Je l'ai regardé. Cela signifie quelque chose. Elle a pris une inspiration, pleine d'espoir. Alors, je me suis assis en face d'elle, j'ai posé le livre entre nous. Parlons. La reconstruction n'a pas commencé par un grand geste. Elle a commencé, curieusement, avec un sauté de légumes.
Quelques soirs après le restaurant, Élise s'est présentée au chalet de Marc avec un sac de courses et une offrande de paix sous forme de sauce soja et de poivrons précoupés. Elle n'a pas demandé à rester. Elle a demandé si nous pouvions simplement partager une poêle, et c'est ce que nous avons fait. Elle a coupé les légumes pendant que je rinçais le riz. Il y a eu un silence au début, mais pas le gendarme, juste le son de deux personnes se souvenant comment partager un espace sans se marcher dessus. Tu ne peux toujours pas couper des oignons sans pleurer, a-t-elle demandé en jetant un coup d'œil de côté. J'ai souri. Ce sont des légumes manipulateurs sur le plan émotionnel. Je maintiens ma position. Elle a ri, une seule fois, doucement, mais c'était réel. Après le dîner, nous avons mangé sur le porche arrière, enveloppés dans des couvertures dépareillées. Pour la première fois depuis des mois, nous avons parlé sans marquer de point. De choses sans importance. De vieilles répliques de films. De la façon dont le chien de Marc aboyait autrefois contre les ventilateurs de plafond. De combien nous étions fatigués tous les deux de prétendre que nous n'étions pas fatigués. Ce week-end-là, nous avons pris un cours de peinture dans un centre culturel. C'est elle qui nous a inscrits. Tu dessines toujours des bonhommes allumettes, a-t-elle taquiné en me donnant un coup de coude. Ouais, eh bien, au moins les miens ne ressemblent pas à des légumes hantés. Elle a ri à nouveau, pleinement cette fois. Le professeur nous a demandé de peindre un souvenir. Élise a peint un chalet dans les bois, 2 tasses sur un rebord de fenêtre. J'ai peint une robe rouge, un lustre au-dessus. Aucun de nous n'a posé de questions. Nous avons juste laissé les couleurs parler d'elles-mêmes. Le dimanche, nous avons fait de la randonnée dans les contreforts, sans se tenir la main, sans conversation à cœur ouvert forcé, juste des pas. Des conversations sur les noms de sentiers, les nuages qui ressemblent à des régions de France, et une fois, une vraie conversation sur le moment où nous nous sommes perdus. Ce n'était pas dramatique. C'était calme, comme remettre des pierres en place. Un après-midi, Chloé nous a croisés devant un café. Vous avez l'air plus léger, tous les deux, a-t-elle dit. Nous avons tous les deux souri. Élise m'a serré la main. Et cette fois, je ne l'ai pas retirée, parce que quelque chose était différent. Pas réparé. Pas parfait, mais enfin honnête. Et cette honnêteté, selon retour au contact visuel, aux blagues privées, au confort sans contrôle, était plus chaleureuse que tout ce que nous avions ressenti depuis des années. Le chalet était silencieux, à l'exception du chant occasionnel des grillons et du doux clapotis de l'eau du lac contre le quai. Élise était recroquevillée dans le coin du canapé, les jambes repliées sous elle, enveloppée dans un vieux pull gris à moi qu'elle n'avait jamais rendu. La cheminée crépitait doucement, jetant une douce lueur ambrée à travers la pièce. Je nous ai versé à tous les deux une tisane menthe poivrée, sa préférée, et je lui ai tendu une tasse avant de m'installer à côté d'elle. Entre nous se trouvait l'album photo relié en cuir, maintenant usé au coin, le ruban toujours délicatement noué autour. Tu veux l'ouvrir, a-t-elle demandé en souriant. J'ai hoché la tête et j'ai dénoué le ruban. Page par page, nous avons dérivé dans le temps. Notre mariage, notre première maison, les catastrophes de camping, les notes que nous nous laissions sur des pense-bêtes, les reçus de restaurants. Une photo de nous trempés par une averse soudaine, riant comme des idiots sous une serviette. Nous nous sommes arrêtés à la dernière page, celle qu'elle avait ajoutée il y a des années, la nuit où j'ai failli partir pour de bon. Elle a passé lentement la main sur la page. Je ne le savais pas à l'époque, a-t-elle dit doucement. Mais te perdre aurait brisé quelque chose en moi que je n'aurais pas pu réparer. J'ai jeté un coup d'œil vers elle, puis de nouveau vers le feu. Je pense que nous devions tous les deux nous perdre un peu pour trouver quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Elle a hoché la tête, les yeux embués. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas essayé de gagner. Je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit, ai-je dit. J'avais juste besoin de me souvenir de qui j'étais sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Une pause s'est installée entre nous. Pas lourde, juste pleine. Je suis contente que tu aies choisi la paix, a-t-elle dit finalement. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai souri. Moi aussi. Dehors, le lac scintillait sous les étoiles, imperturbable.